Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Louis. Ça va Samuel ? Comment tu vas ? Ça va bien. On a enfin réussi à le faire. Oui. Moi, je le partage à chaque fois, tous mes échecs. Bon, faut savoir que Louis est déjà venu. Ça arrive. Louis est déjà venu sur le podcast et il y avait un problème de carte SD. Du coup, il est gentiment revenu quelques mois après pour qu'on puisse faire cet épisode qui me tenait pas mal à cœur parce que je trouve que l'actualité, les news, c'est quelque chose de super important. Mais avant tout, je vais te laisser l'opportunité de te présenter à tout le monde. Louis Tellier. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à l'AGFI, donc j'étais journaliste sur les questions de crypto. C'était une grande chance parce que j'étais seulement focus sur les questions de crypto. Et souvent, quand on est dans des journaux, dans des médias, donc un peu plus mainstream, donc là, l'AGFI, c'est pas vraiment mainstream, mais c'est plutôt général économie. C'est une grande chance de pouvoir juste se focuser sur des sujets crypto. C'est ce qui a été le cas, parce que souvent, quand on fait de la crypto, on fait aussi de la banque, on fait aussi d'autres sujets connexes. C'est dommage parce qu'on passe à côté, je pense, vraiment de la technicité. C'est un sujet très complexe, qui n'est pas intuitif en plus. Donc voilà, j'ai commencé au Figaro il y a maintenant peut-être 7 ans, à peu près 6-7 ans. Après, je suis passé par BFM Business. Alors, j'ai fait quelques projets perso, mais après, je suis passé par BFM Business. C'est là que j'ai commencé à faire quelques sujets crypto. Okay. Donc, notamment, c'était peut-être 2021. Okay. Donc, on était en plein dans le dans le bull run. le Bitcoin était à 70 000 $. Enfin, c'était un peu la folie. Et en fait, moi, comment je suis rentré dans la crypto ? J'ai investi en crypto et j'ai tout perdu. Et alors, bienvenue au club. Perdu, mais ouais. Alors, finalement, j'ai pas tout perdu parce que maintenant, je bosse un peu dans la crypto, mais donc en fait, c'était à peu près donc je perds tout. C'était en 2020-2021 pendant ce qu'on appelle le DeFi Summer. Ouais. En gros, c'est un moment où il y a eu la première poussée de la finance décentralisée. Donc, on avait des protocoles qui émergeaient, on avait des pools, des taux d'intérêt. Enfin, c'était vraiment un monde fascinant. Moi, je comprenais rien. Okay. Donc voilà, c'était 2020. Et donc j'ai mis l'argent que j'avais gagné quand j'avais acheté 2-3, alors peut-être pas 2-3 bitcoins, c'est façon de parler, mais quand j'avais acheté quelques fragments de bitcoin, j'avais gagné un peu d'argent. Et en fait, j'ai tout perdu à l'été 2020. J'ai rien compris. Okay. Et en fait, moi, je suis rentré dans les cryptos par la case vénère. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment est-ce que le bitcoin, l'Ether, parce qu'à l'époque, je confondais un peu tout, comment est-ce que le bitcoin, l'Ether peuvent être encore autorisés alors que toute la journée on nous dit que c'est pour le blanchiment d'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à interdire ça ? Et alors j'ai commencé à me pencher sur la question. Okay. Et en fait c'est là que je me suis complètement fait retourner un petit peu, et qu'en fait quand j'ai compris le minage de Bitcoin, ça je m'en souviens, ça a vraiment été pas une révélation, mais ça a vraiment été un déclic assez important, parce que moi j'ai fait une double licence d'histoire-droit, très axée monétaire, donc les systèmes monétaires au 15, 16e, 17e siècle, la numismatique, la science des pièces, des pièces de monnaie, argent, or. Et j'ai été très sensible en fait. J'ai rapidement compris l'apport du Bitcoin. Okay. Et en fait, sa valeur ajoutée qui est avant tout son réseau. Et c'est comme ça que je suis rentré, et au fur et à mesure, j'ai commencé à proposer des sujets explicatifs sur BFM Business. Je travaillais un petit peu aussi avec Guillaume Sommerer, donc qui a lancé le club crypto. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'était avec Grégory Raymond notamment. Okay. Et voilà, donc je travaillais pas tout le temps, évidemment. C'était très parcellaire, j'ai fait quelques sujets. Et alors après, l'opportunité s'est présentée quand j'ai quitté BFM Business. Je voulais vraiment en fait être journaliste crypto. En fait, je voulais faire que ça, et je pense sincèrement, je peux le dire aujourd'hui, si j'avais pas fait journaliste crypto, je pense que j'aurais arrêté le journalisme. Ok. Voilà. Donc ça, on pourra peut-être en parler après. Ouais, totalement. Et après, j'ai eu l'opportunité, la chance, selon ce qu'on voit,
que Alexandre Garabédian et Franck Josselin m'appellent. Donc c'est les directeurs de la GFI, enfin les directeurs de la rédaction, et me proposent en fait de venir discuter pour un job. Et c'est comme ça que je suis rentré complètement en tant que journaliste dans cet univers. Et maintenant, à The Big Well depuis le 21 août contractuellement, mais ça faisait quelques mois qu'on discutait ensemble, mais voilà, aujourd'hui je suis à The Big Well, on pourra aussi en parler plus tard, totalement. Voilà un petit peu pour mon parcours. Ok, top. Et du coup, si on reste déjà un peu par rapport à GFI, The Big Well, positionnement différent, comment est-ce que tu définirais les deux ? Alors, en fait, moi je suis un petit peu arrivé chez The Big Well parce que j'avais une manière de traiter le sujet très corporate, c'est-à-dire qu'à la GFI, forcément, ce qui était intéressant, c'est que j'avais à la fois le monde crypto et aussi j'avais en fait l'écho des banques, des asset managers classiques. Donc ça, c'était hyper intéressant de voir en fait que les banques ont compris le sujet depuis 2014, 2016, qu'il y a beaucoup alors quand je dis banquiers, c'est des banquiers, donc des traders, en fait, qui tradaient des cryptos chez eux, parce qu'eux, ils ont rapidement compris la volatilité, l'apport, en fait. Donc, il y avait une espèce de jeu de poker menteur. Alors, évidemment, il y a une méfiance, parce qu'il y a beaucoup de risques, comme c'est très expérimental et qu'il n'y a pas encore une régulation aussi importante que dans la finance traditionnelle. Donc, il y a évidemment beaucoup de risques, donc on freine un petit peu des cas de fer. Mais en fait, il y a la différence avec The Big Well, c'est que on se pose la question à The Big Well, en gros, c'est quoi un journaliste ? Et ça, c'est hyper intéressant parce que est-ce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui écrit des articles, qui sort jamais de sa rédaction, qui, quand il fait une erreur ou fait quelque chose de bien, est-ce que les lecteurs ont accès à cette personne ? Donc nous, on réfléchit à tout ça. Donc c'est pour ça notamment que on a à la fois la newsletter, on a à la fois des événements. En fait, le but, et ça on pourra peut-être aussi en parler après, pour moi, un journaliste, ça doit être une figure qui délivre une information la plus neutre possible. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va faire la valeur d'une information, c'est en quoi elle est neutre. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est neutre, mais il faut aussi qu'il prouve, pour qu'on lui fasse confiance, qu'il va pouvoir délivrer cette information neutre. Et alors, une des choses les plus importantes, c'est minimiser, d'ailleurs pas du tout de conflit d'intérêt. Ouais. En fait, un bon journaliste, les seuls conflits d'intérêt qu'il a, c'est le management de ses sources. Ok. Voilà, donc à la fois pour pas les griller, pour continuer à avoir des relais réseaux, justement pour avoir une overview, la big picture le tout, parce que en fait c'est toujours pareil, si on sort une information sans le contexte, est-ce que cette information a de la valeur ? Quand quelqu'un quitte une entreprise, d'accord, il ou elle quitte l'entreprise, mais pourquoi ? C'est ça que le public veut. En fait, les gens veulent du contexte, ils veulent un maximum comprendre les choses. Voilà. Donc, ça peut-être répondre aussi à la question de c'est quoi le journalisme ? Pour moi, le journalisme, c'est ça, c'est délivrer une information la plus neutre possible et tout faire pour justement pour rester le plus neutre possible. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible pour un journaliste d'être neutre ? Je prends l'exemple. Actuellement, dans le journalisme traditionnel, les plus grands journaux sont possédés par des grandes fortunes. Parce que, malheureusement, on arrive aussi dans un point où le business model du journalisme est éprouvé. Comment le journalisme réussit à vivre, simplement, parce que au bout d'un moment, même au-delà de... Même si c'est un métier, certainement, beaucoup le font par passion, par vocation, ça reste des êtres humains qui ont besoin de vivre. Donc, ils ont besoin d'être rémunérés pour leur travail. Mais aujourd'hui, le business model et ce que demande pour pouvoir faire les ressources que ça demande pour pouvoir être un bon journaliste, c'est limité. Comment est-ce qu'un journaliste arrive à être toujours un bon journaliste et être indépendant si il doit continuer à vivre ? Quel est le business model qu'on met en place ? C'est la beauté du Web3, on pourra en parler aussi après. Comment est-ce qu'on intègre les outils du Web3 pour réinventer le business model du journalisme ? Donc c'est ce qu'on essaie de faire à The Big Well, et c'est en fait ce qui m'a vraiment botté dans le projet à la base monté par Dimitri Granger, Raphaël Bloch et Grégory Raymond. Donc Dimitri Granger qui est notre CEO. Alors peut-être pour revenir à ton premier point, moi je pense que
ce qui est important, c'est de se dire que la neutralité, alors déjà qu'il n'y a pas de... En fait, l'objectivité n'existe pas. Personne n'est complètement objectif. C'est-à-dire que quand on va choisir de traiter un sujet, on va dire shed the light, comme on dit en anglais, sur vraiment ce qu'on veut montrer. Donc, quelque part, voilà, en fait, c'est comme la décentralisation. L'objectivité, c'est une échelle. Il n'y a pas d'objectivité parfaite. Par contre, voilà, il y a aussi l'objectivité zéro. On est complètement, on donne son avis. Et en fait, je pense donner son avis ouvertement. Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un journaliste. En revanche, un journaliste doit essayer justement de montrer des tendances et de décrire des tendances et de dire pourquoi, avec des arguments, des faits, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est une tendance, pourquoi est-ce que c'est intéressant de suivre une information. Donc déjà, la neutralité, l'objectivité, c'est une échelle. C'est comme la décentralisation. Ouais. Ensuite, comment est-ce qu'on fait ? C'est ce que je viens d'évoquer juste avant. Comment est-ce qu'on réinvente le modèle ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les gens veulent voir les figures. Ils veulent discuter avec eux. Donc, un journaliste peut mettre en relation aussi, doit venir aux événements parce que, en fait, lui, il ne va pas donner l'avantage à quelqu'un. Il va essayer tout le temps de montrer, on va dire, une réalité la plus fidèle possible, sans avoir des conflits d'intérêts, sans encenser quelqu'un ou encenser quelqu'un d'autre. Donc, globalement, c'est le cœur de notre modèle économique, donc as a big well. Et alors moi, ce qui peut faire peur au début, mais ce qui me fascine, c'est qu'en fait, les gens veulent voir les journalistes. Ok. Ils veulent avoir accès aux journalistes, c'est-à-dire que. Pourquoi ? Mais parce que en fait, l'information, ça évolue, ça se construit. Et si vous voulez, pendant longtemps, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on était obligé d'acheter le journal. Ouais. Avant Internet, on était obligé d'acheter le journal. Donc le modèle économique, il était là. Si tu lisais pas le journal, bon, tu pouvais te faire passer le journal, mais si tu n'achetais pas le journal, il fallait le demander aux copains, il fallait qu'ils te l'envoient. En général, tu étais déjà en retard parce qu'il allait d'abord le lire et ensuite te l'envoyer. Donc si tu voulais la vraie news, exactement. Donc il fallait l'acheter. Et puis bon, acheter le journal, c'était un réflexe. Oui, c'est ça. Voilà, c'était à peu près l'équivalent d'€1. On achetait le journal, on lisait les news, on débattait. Voilà. Après, il y a eu Internet. Ouais. Et alors, il y a un super documentaire qui s'appelle À la une du New York Times, qui est sorti en 2008, je crois, 2009, il faudra voir, avec un journaliste qui m'a beaucoup inspiré pour que je devienne journaliste, qui s'appelait David Carr, alors, qui aujourd'hui est décédé, mais c'était vraiment un journaliste de talent. Et en fait, le documentaire est tourné autour de lui. Et ce David Carr, en fait, il souligne le fait que, en fait, Internet, c'est quoi le modèle économique d'Internet aujourd'hui ? C'est la publicité. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des plateformes qui agrègent des données, des datas, et en fait, qui les vendent. Voilà. C'est juste ça. En fait, en gros, on se fait voler nos données. Alors, juridiquement, on ne se fait pas voler parce qu'en fait, elles ont prospéré sur On accepte de donner nos données d'une certaine manière. On accepte alors qu'on ne connaît rien de ce qu'ils ont. Voilà, donc c'est toujours un petit peu... Voilà. Donc, en gros, c'est ça le business. Les médias, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez générer du trafic pour vendre, pour montrer que vous avez accès à plein de gens. Et donc, du coup, les publicitaires vont être intéressés. Ils vont dire, voilà, moi, je veux... c'est intéressant, vous avez une grande audience, on va vendre la publicité. Ouais. Bon, ce qui est intéressant avec le Web3, c'est que justement, on peut potentiellement, je dis bien potentiellement, ça va certainement arriver un jour, on ne sait pas quand exactement, mais ça va arriver un jour. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de ces données ? Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec le journalisme. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour réinventer un modèle économique qui n'est pas tourné autour de la publicité ? Voilà. Comment est-ce qu'on fait donc ? Est-ce que ça passe par l'organisation d'événements ? Est-ce que ça passe par des grandes enquêtes ? En gros, demain, les gens ils voudront payer pour quoi ? Pour avoir accès à quoi ? Pour lire un article ? Ou alors pour avoir accès à un écosystème ? Ouais. Alors là, tu vas me lancer dans plein d'autres questions. On va revenir juste un tout petit peu, ça sera dans la deuxième partie. Je réponds à tes questions. Mais c'est vraiment... Là, tu m'as... Là, ça fuse. J'aimerais quand même revenir sur... Du coup, pourquoi tu as choisi d'être journaliste ? Et c'est quoi le parcours d'un journaliste ? Comment on devient journaliste ? Et comment on devient journaliste crypto surtout ? Déjà, il faut être passionné déjà. Je pense que c'est la première chose. En fait, la crypto, moi, ce qui me passionne, c'est que j'ai fait du journaliste tradit. En fait, quand vous arrivez dans l'univers crypto, que ce soit des projets intéressants, des scams, des pas des scams, des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher, c'est vivant. Ouais.
parce qu'il y a tout à faire, c'est la passion. Et moi, en fait, à chaque fois, au départ, on y va un petit peu peut-être à reculons à certains événements, et au final, on en sort, on rencontre des gens qui ont 40 idées à la minute. Enfin, franchement, non mais franchement, souvent, moi, j'entends, alors c'est vrai, on va pouvoir aborder cette question. Souvent, on dit que la crypto, c'est un truc de blancs riches parisiens. Ok. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. C'est riches blancs parisiens, parce que les riches blancs parisiens, ils sont majoritaires à Paris. Donc, Ouais. je veux dire, donc forcément, voilà. Forcément. Et c'est à Paris que beaucoup de choses se passent. Mais hier, j'étais notamment. Alors, hier, je sais pas aujourd'hui on est, donc on est le vendredi 20. Ouais. Je sais pas quand est-ce que. Donc, hier, le 19, j'étais à l'inauguration d'un incubateur Cube 3. Ouais. Donc, qui est fondé par Valentin Demey, donc de chez Cryptost, et puis qui est une personnalité assez connue dans l'écosystème français. Et alors, Mais c'est pas à Paris, ça. non, Pas à non, Paris. à Angers. À Angers, c'est Mais, bien ça. non, mais ça c'est intéressant. Et j'y suis allé, mais c'était passionnant. Même des projets qui n'ont pas encore de valo, enfin qui sont incubés par définition. Il y avait une passion, un échange. Et alors ça déjà, ça c'est la première chose. C'est vraiment, si vous arrivez dans cet univers, vous n'allez pas vous embêter, quoi. Déjà, Ok. ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, comment est-ce qu'on devient journaliste? C'est vrai de dire qu'on peut rentrer par toutes les portes, mais en même temps, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait le choix de me plier à un certain système. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait des études, j'ai fait après Sciences Po option journalisme donc à Grenoble Mhm. pour voilà, en gros, parce qu'on est en France, avoir les diplômes et qu'on m'embête pas avec ça. Et après, je rentre par la porte, je rentre par la porte classique. Bon, après, je pense que c'est pas mal de rentrer par la porte classique parce que ça vous enlève beaucoup de tracas, notamment en France. Ok. Voilà. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, ça c'est le conseil que je peux donner. Essayez de rentrer dans une école de journalisme. Vraiment, vous allez peut-être vous embêter, ce sont des écoles. Vous êtes là pour vous faire du réseau et pour vous amuser. Parce que si vous rentrez dans ces écoles-là, évidemment, vous allez avoir le cursus, bon, sauf si vous faites n'importe quoi, mais vous allez avoir le cursus. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer les gens pour progresser Mhm. pour votre futur carrière. Et puis alors après, comment devenir journaliste? Taper aux portes, hein. C'est-à-dire que franchement, si vous écrivez des choses bien, si vous le faites correctement, si vous montrez que vous êtes sérieux, franchement, il n'y aura pas trop de problèmes, hein. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, c'est ça. Et surtout, journaliste crypto, est-ce que le fait d'être journaliste avant t'a donné un peu un framework et t'a aidé à construire une méthodologie pour pouvoir faire tes recherches et faire tes articles? Et du coup, c'est super important peut-être de faire ces classes autre part, même si c'est pas que dans les cryptos, mais faire ces classes dans un journaliste un peu général pour ensuite aller se spécialiser dans la thématique qui nous fait plaisir. Hmm. Est-ce que c'est... Alors, moi j'ai eu beaucoup de... Enfin, chez The Big Whale, on a beaucoup de réflexions dans ce sens-là, où les gens apprécient une écriture journalistique. Alors, faut pas que ce soit trop... Enfin, voilà, il y a une balance à trouver, mais ce que veulent lire les gens, c'est du sérieux et pas un article... c'est pas fantaisiste, mais ils veulent voir du sérieux dans l'écriture et du sérieux dans le traitement de l'information et dans la rédaction de cet article-là. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment, les gens disent ça fait du bien. Et en fait, moi typiquement, ce que je trouve et ce qui manque en fait, si vous voulez aujourd'hui, si vous êtes utilisateur de crypto pour vous informer, vous avez deux canaux. Alors vous avez trois canaux. Vous avez fait vos propres recherches, Ouais. voilà. Mais au début de ces propres recherches, forcément, on veut être un peu orienté. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les médias mainstream Ouais. qui souvent traitent l'information de manière assez parcellaire. Mhm. Dans le pire des cas, racontent un peu n'importe quoi. Ok. Voilà, mais parce que, une nouvelle fois, c'est pas parce que c'est des mauvais journalistes. C'est parce que c'est un sujet très complexe qui mêle à la fois de l'informatique, de la finance, de la régulation qui n'existe, enfin, qui est très balbutiante. Ouais. Non, mais exactement. Donc, du coup, vous voyez que le Bitcoin va détruire la planète, que ça sert à financer le terrorisme, parce que c'est mystérieux, parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, ça a mauvaise presse. Parfois aussi un peu à raison, mais moi je trouve que c'est trop déséquilibré, que le traitement est trop déséquilibré. Bon, voilà. Et ensuite, vous avez l'autre canal, c'est les médias crypto. Donc, et le problème, c'est que le modèle de sponsoring est trop important. Donc, c'est-à-dire que, en fait, moi, je me situe un peu entre les deux.
Et aujourd'hui, les articles que je fais, en fait, c'est les articles que j'aurais bien aimé avoir en tant qu'utilisateur, en fait. Et pas être obligé d'aller les chercher sur Reddit, Telegram, voilà. Essayer d'avoir quelque chose qui centralise et qui essaye justement de trouver un autre modèle économique. Mais après... et alors, non mais je le précise parce qu'il y a beaucoup de polémiques par rapport à ça. Vraiment, tout le monde est amené à survivre. Simplement, nous, ce qu'on propose donc chez The Big Well, et c'est ça qui me tentait aussi à la GFI, c'est d'essayer de montrer, en gros, vraiment d'avoir des articles qui sont plus équilibrés. Voilà. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Essayer d'une troisième voie. En fait, je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Simplement, il y a un trou. Et c'est là-dessus qu'on veut se positionner. Mais comment ça se passe? Parce que tu as parlé de 2 axes, donc les médias les médias très sérieux, les médias un peu plus mainstream. Mais au-delà des médias, il y a aussi surtout les influenceurs. Et on ne peut pas le nier. Ils ont un impact énorme. Ils ont l'art et la manière d'apporter les choses, de simplifier les choses, parfois même de trop simplifier les choses. Et du coup, ils engrangent beaucoup plus de personnes qui les suivent plutôt que des médias sérieux. Oui, mais moi je pense que les personnalités que les bons influenceurs arrivent à construire doivent être une source d'inspiration pour les journalistes. Non mais vraiment, c'est-à-dire que le fait de fédérer une communauté, le fait d'être un repère, parce que c'est ça que les gens cherchent. En fait, les gens cherchent des repères. Quand ils ont un doute, ils savent que il y a un journaliste qui va sortir cette info-là. Ouais. J'ai vu un sujet, j'ai pas bien compris. Je vais regarder la vidéo de vulgarisation de tel un tel. Et en fait, c'est ça que veulent les gens, c'est des repères. Et c'est ce que j'évoquais au début de l'interview. C'est que comment est-ce qu'on fait justement pour réinventer le journal? Est-ce que le journalisme, il est destiné à faire du bâtonnage de dépêche, c'est-à-dire à prendre toutes les news qui passent et à envoyer du flux continu? Ou alors, est-ce qu'il est destiné à aller dans les événements? Est-ce qu'il est destiné à se faire rencontrer les gens? Est-ce qu'il est destiné à faire des enquêtes un peu plus longues, faire des interviews, faire parler les gens qui parlent pas? C'est ça qu'on veut vraiment. Moi, en fait, et c'est quand même aussi ce qui drive, je pense, enfin une partie en tout cas, je ne vais pas répondre à leur place, mais Raphaël et Grégory, c'est comment est-ce qu'on fait justement une nouvelle fois pour réinventer la figure du journalisme, vraiment, qui soit pas juste, on va dire, dans une rédaction à écrire des articles et à faire du flux. Apporter du qualitatif, du contexte. Il y a une info qui sort, et ben c'est pas grave. Une semaine après, 10 jours après, on sort quelque chose. Je vais vous donner un exemple. C'est l'enquête qu'a fait l'équipe sur une affaire de viol présumée d'un footballeur. Bon, et ben typiquement, la révélation de la mise en examen a été faite il y a plusieurs mois. Ils ont continué d'enquêter pour expliquer le contexte. Ça c'est intéressant. Ouais. Voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est du travail de journaliste. Exactement. Je récolte il y a une news pure. Je l'organise. Exactement. C'est ça. Non mais c'est surtout je la contextualise. La contextualise et ça rentre. Typiquement il y a une fraude. Mais est-ce que cette personne-là en fait est la seule à frauder? Est-ce que c'est pas un système? Est-ce que c'est ça que veulent les gens, que avoir pas du ragot, mais voilà une big picture qui est incomplète. Je vois. Voilà. On passe à la deuxième partie. On est de retour. Je tiens à rappeler aussi, n'oubliez pas, likez, commentez. N'hésitez pas à donner votre avis aussi. Les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts, ça nous aide à grandir. Et sans plus tarder, du coup, on reprend notre sujet. Il y avait un point, tu nous as défini donc déjà, qu'est-ce que c'est que le journalisme pour toi? Pouvoir apporter de l'information la plus neutre possible pour que les gens puissent en faire leur idée. Aujourd'hui, on est dans des bulles d'influence, on est dans des bulles de pensée. Ça veut dire que, par exemple, on prend un exemple simple, les jeunes sont sur TikTok, les moins jeunes sont sur Instagram, les vieux sont sur Facebook. Je caricature vraiment beaucoup. Mais en plus de ça... De plus en plus sur Twitter, Facebook. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, on rajoute aussi cet aspect qui est, si tu n'aimes pas ce que je fais, ne me suis pas. Du coup, on reste qu'entre personnes qui pensons la même chose. Comment est-ce qu'on arrive à remettre donc, de la neutralité,
à redonner de l'information c'est aux rassembler gens les gens. C'est rassembler les gens. Ok. Et rassembler les gens, alors je vais revenir à The Big Well, mais le sens de nos événements, c'est ça. Donc les petits déjeuners, hein, si vous n'avez pas vu, le but du jeu, et ça pour l'instant ça marche très bien, c'est de se faire croiser des gens qui ne se croiseraient jamais. Donc le crypto guy de base avec la personne, je ne sais pas moi, de l'assurance ou de Swiss, enfin voilà, un banquier, et en fait ils vont se parler parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont plein de choses en commun en fait. Parce que il y a du bruit médiatique, mais la réalité, c'est que, par exemple, le bruit de Twitter, c'est pas le monde entier. Et en fait, une nouvelle fois, les gens, en tout cas, nous, les retours qu'on a eus, beaucoup, et ce qu'on a constaté, ce qu'on a trouvé dommage aussi, c'est que les gens ne se voient pas plus, ne se rencontrent pas plus. Si les gens alors après, c'est un sujet un peu plus grand, mais si les gens vivaient plus ensemble et restaient pas, ne restaient pas enfermés, il y aurait moins de malentendus, il y aurait peut-être des conflits résolus de manière un peu plus intelligente, peut-être, là. Donc, en fait, c'est toujours une affaire de se faire rencontrer les gens. C'est vraiment, pour répondre à ta question, à cette question-là, c'est essayer au maximum, de manière pertinente, justement. Et alors, donc, ça, peut-être au niveau des événements, au niveau d'une figure rassembleuse, justement, pour se faire rencontrer les gens. Au-delà de ça, faire des articles ou sortir des news qui vont nous faire réfléchir. Moi, c'est pour ça aussi que à l'heure d'Internet, j'ai voulu être journaliste. C'est pour, en fait, écrire un article qui va être lu par plein de gens et dans lequel les gens vont pouvoir trouver quelque chose en commun. Voilà, c'est vraiment et faire vivre cette information et les faire discuter. Ça a été la grande force c'est la grande force toujours des réseaux sociaux. C'est alors c'est plus ou moins, il y a des bulles, hein, comme tu dis, mais c'est en gros les gens peuvent s'exprimer. Ouais. Voilà, ils peuvent s'exprimer pour le meilleur, pour le pire, mais ils peuvent s'exprimer et donc potentiellement ils peuvent se rencontrer. C'est-à-dire que souvent on dit oui, Twitter c'est violent, oui d'accord, mais si on sait s'en servir, c'est génial. Totalement. C'est génial. On trie, on met des filtres. Quelle thématique on veut, on peut avoir accès aux gens malgré tout. Aujourd'hui, je sais pas, vous pouvez, nous typiquement dans la crypto, avec les réseaux sociaux, je peux directement parler, alors c'est un peu difficile, mais peut-être Vitalik Buterin ou Adam Back, c'est possible et on peut échanger. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une des réponses, c'est faire réfléchir les gens et se les faire rencontrer. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, l'une des grandes forces du monde du Web3, c'est la communauté. Oui. Comment est-ce qu'on crée cette communauté ? Comment est-ce qu'on fait pour rallier, comme tu le dis, des gens d'horizons différents ? Parce qu'on le sait déjà, dans la blockchain, il y a ceux qui sont plus NFT, il y a ceux qui sont plus crypto, il y a ceux qui sont plus corporate sur la partie, il y a ceux qui sont vraiment dans le Web3, il y en a qui sont dans le game. En fait, il y a tellement au sein même de l'univers blockchain, il y a plein de petits univers. Oui, mais pourquoi ? Parce que la crypto et la blockchain, ça touche énormément de business. Donc en fait, le point commun avec tout ça, en gros, il faut quand même repartir du début, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin à la base, c'est quoi ? C'est un réseau, j'ai même pas envie de dire de paiement, mais c'est un réseau, bon, fatalement de paiement quand même, mais via lequel, et c'est une histoire extraordinaire, c'est quand même, le Bitcoin a eu beaucoup de chance de survivre et d'être aussi robuste qu'aujourd'hui, mais à la base c'est quoi ? C'est un réseau via lequel tout le monde que beaucoup de gens ont intérêt d'entretenir et via lequel tu as de la transaction qui est incensurable et qui avec des données qui sont infalsifiables et qu'on ne peut pas effacer. Déjà, ça c'est incroyable. Aujourd'hui, et surtout qu'il peut envoyer de la valeur. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer de la valeur aujourd'hui à travers Internet, donc à travers le réseau blockchain. Et ça, avant, on ne pouvait pas. Par exemple, quand vous envoyez un mail, en fait, vous n'envoyez pas un mail, vous envoyez une copie du... Mais oui, et ça paraissait inimaginable avant. Ça paraissait complètement inimaginable. Donc, en fait, ce principe de la blockchain, on s'aperçoit, envoyer de la valeur via Internet, rassembler des communautés autour d'un projet... c'est la grande force de la blockchain. Et en fait, ça touche... j'ai pas envie de dire tous, parce qu'évidemment, on va me sortir peut-être un truc que ça touche pas, mais ça touche énormément de domaines, que ce soit la finance, que ce soit le gaming, que ce soit le réseau social, que ce soit la manière de tracer plein de choses. Alors, ça pose énormément de questions, mais en gros,
il y a des communautés parce qu'en fait, ça touche tous les pans de la société. Ouais. Mais il y a quand même une chose en commun. En fait, c'est comme si on disait que Internet crée des communautés. Oui, mais en fait... est-ce qu'on peut réellement être neutre pour s'adresser à chacune de ces communautés, ou parfois on doit savoir parler leur langage, ou être un peu plus flexible et être un peu plus conciliant pour les ramener à comprendre. Je sais que moi, j'écris pas mal sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on sait tous, la première, c'est la catchphrase qui va te faire appuyer sur le « voir plus ». Donc parfois, on va dire quelque chose qui est totalement à l'inverse, mais dans la catchphrase, on va mettre un truc qui va trigger les personnes. Les personnes vont dire « Ok, je veux voir plus », tout. Et après, on leur amène sur un développement en leur disant « Non, en fait, par exemple, dernièrement, j'avais mis un truc comme « Le Bitcoin consomme le Bitcoin prend près de 6, l'équivalent de 6 centrales nucléaires chaque année. » Et tout de suite, les gens vont dire « Oh, ok. » Et après, par contre, j'ai développé sur « Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a que de ça ?» Mais un peu, on est un tout petit peu obligé. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais pour trouver le juste milieu? Je le dis aussi pour moi, pour pouvoir grandir. Il faut savoir, moi en tout cas, c'est comme ça que je conçois, comme je te l'ai dit, le journalisme. Et c'est ce qui me plaît chez The Big Well, c'est qu'on va être un espèce de bridge en fait, entre le corpo et le pur crypto, parce que les deux ont beaucoup de choses à voir ensemble. Voilà, donc oui, il faut évidemment jongler, mais en même temps, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Voilà, nous, on est pas trop ce mot-là, mais on est des enfants d'Internet. On voit l'apport pour nos générations de la crypto, parce qu'on est quasiment né avec nous, on est né entre la génération qui est complètement née avec Internet, et nous, peut-être quand on avait 6-7 ans, on n'avait pas encore de portable. Aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas avoir de portable. Avant, moi, je m'en souviens, moi, mon premier portable, je l'ai eu peut-être à 9 ans. Et justement, c'était un portable à clapet, juste pour dire quand est-ce que je sors de l'école à maman, papa. Non, mais voilà, aujourd'hui, on a un portable. Alors, un portable sommaire, il y a des protections parentales, mais on peut avoir un portable à 6-7 ans. Et pas que pour appeler ses parents. Fatalement. Fatalement. C'est vrai, moi, je me rappelle de mon premier portable, j'étais le seul dans ma classe à en avoir un. Voilà. Donc, il n'y avait personne d'autre à appeler, il n'avait pas forcément d'utilité. Exactement. Exactement. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas forcément de difficulté, mais c'est toujours la même chose. Il faut favoriser le dialogue. Et je pense que c'est la meilleure manière, en fait, de parler à chacune des communautés. Montrer que tout le monde peut prendre part au gâteau qui se dessine. Franchement, et pas que économique. Il y a une nouvelle fois, en fait, The Big Well, c'est né grâce on veut construire sur les principes du Web3. Déjà, avoir un Discord, par exemple, où vous avez, je sais pas, un CTO de DYDX, qui est une plateforme décentralisée, des PDG de grosses boîtes, comme la personne qui est là parce qu'elle est aficionado de la crypto, qui est petit investisseur. En fait, le but, c'est de rassembler et que chacun essaie d'avoir accès un petit peu au maximum de ressources, et montrer que personne ne vit dans son château, et que tout le monde a potentiellement un intérêt à travailler ensemble. Vraiment, ça, je pense que c'est le plus gros apport aussi du Web3. On passe à une autre phase. Internet a mis en relation les gens, c'était les réseaux sociaux. Là, on passe à l'Internet, on commence à rentrer dans l'Internet de la valeur. Et là, typiquement, voilà. Et comment le journalisme évolue du coup dans ce nouvel Internet? Comment est-ce que moi, quand je pense à ça, je me dis, maintenant, au lieu on va revenir peut-être à la base du journalisme, où au final, on pouvait avoir de l'information de valeur parce qu'on la payait. Et du coup, aujourd'hui, on va retrouver peut-être ce modèle, vu que nos informations ne sont plus vendues à gauche, à droite. Est-ce qu'on va revenir dans un modèle où les gens vont repayer pour avoir de l'information? Ou est-ce que ce modèle-là n'est plus dans le monde d'Internet aujourd'hui, il est devenu un peu obsolète? Non, je pense que les gens, ils cherchent de la valeur. Et en fait, il n'y a pas de secret. La valeur, ça se paye. Alors, même moi, ma définition de la valeur, petit aparté, c'est la capacité donc, de transformer de l'information, de la matière et de l'énergie. Mais c'est surtout, l'argent, c'est un moyen de transférer de la valeur dans l'espace et dans le temps. Donc là, quand les gens le payent, c'est pour avoir plus de valeur parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la vraie valeur. Oui, tout à fait. Oui, mais alors, en fait, on a habitué. En fait, aujourd'hui, on conçoit d'acheter un jean à 150 €, mais on ne conçoit pas de s'abonner un an à un journal pour 150 €.
Bon, c'est un peu dommage, moi je trouve, mais en même temps, c'est aussi la faute des journalistes qui n'ont Et- pas est-ce assez. Non, qu'ils mais moi l'ont je bien pense. marketé parce qu'aujourd'hui, Oui, mais la exactement. réalité, on achète le jean, on n'en a pas forcément besoin, Mm. mais parce qu'il y a eu des marketeurs derrière Oui. qui nous ont fait croire à ce Oui, mais alors, mode de oui, consommation. et il faut pas tomber là-dedans non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut montrer de manière. Moi, je pense vraiment que le temps fait son affaire. C'est-à-dire que si on est patient, si on reste. C'est comme dans la crypto. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont présents depuis 10 ans, c'est pas sexy. Bah, je vais prendre des exemples, Coinbase ou Circle. C'est pas sexy, mais ils sont là. Ouais. Ils sont là, ils sont installés. Le business, malgré tout, va quand même bien, je veux dire. Et ils sont là parce qu'ils ont montré que dans le temps, c'était des entreprises solides pour l'instant, en tout cas. On voit, mais ils sont toujours là, ils construisent, ils ont beaucoup de liens avec les corporates. Et en fait, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut montrer, c'est toujours une question de favoriser la confiance. C'est toujours la même chose. Et ça se construit. La confiance se construit avec le temps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et moi, j'ai envie de dire, moi, quand je me posais beaucoup de questions sur la crypto, il n'y a pas de secret, quoi. J'ai payé mon abonnement à Asie Defiant, j'ai payé une partie de l'abonnement à The Block. Je me suis abonné, je suis même fondateur de The Big Well avant de les rejoindre. Je suis devenu abonné fondateur parce que je trouve que c'était une super initiative. Et ça se construit dans le temps. En fait, c'est la fameuse phrase qui dit quand vous ne payez pas, c'est vous le produit. Totalement, et c'est ça. Voilà. Mais c'est ce que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre parce qu'aujourd'hui, on est sur ce. Oui, mais c'est à nous de le montrer. C'est à nous Ok. de le montrer. Non, mais c'est comme si vous disiez, je sais pas, quel exemple on pourrait prendre. En fait, c'est comme si vous disiez, c'est toujours la faute des gens. Non, c'est pas la faute des gens. Moi, je pense vraiment que c'est la faute d'une profession. C'est la faute d'une profession qui n'a pas fait les transformations, nécessaires. Et moi, je pose la question aujourd'hui, un journaliste, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi un journaliste ? Pourquoi est-ce que les éditorialistes sont plus écoutés que les journalistes ? Donc, pour donner une définition, un journaliste va écrire du contenu qui se rapproche de l'objectivité. Un éditorialiste va donner une orientation. Et pourquoi est-ce qu'un éditorialiste pourquoi il y a, en fait, en réalité, pourquoi beaucoup de journalistes connus sont en réalité des éditorialistes ? Parce qu'ils offrent une tendance aux gens, ils montrent une direction. Je pense que ça doit être la même chose, mais on doit le faire journalistiquement. Okay. On revient à l'histoire de l'enquête, on revient à l'histoire du contexte. Les gens veulent du contexte, les lecteurs veulent du contexte. Ils veulent comprendre du mieux possible ce qui se passe et où se situer par rapport à ça. C'est ça. Et en fait, ça, un article, ça se construit pas. En fonction du réseau qu'on a, en fonction du contexte, au bout d'un moment, les informations arrivent plus facilement parce que les gens vous ont identifié. Vous êtes quelqu'un de confiance. Ils savent que même s'ils vous confient une information touchy, elle sera bien traitée. Vous n'allez pas être malhonnête. Et tout ça, ça se construit dans le temps. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est vraiment une question, est une figure, pour lui dire rassurante, ça fait un peu Dieu le Père, mais on doit être des repères, des figures de repères, et pas simplement des gras de papier dans leur, non mais vraiment dans leur rédac, voilà, et à dire non, c'est pas sérieux. Voilà, on a beaucoup à apprendre, vraiment. On va dire de la construction des figures qu'ont notamment fait les influenceurs pour fédérer une communauté. Et c'est sur ça, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que les journalistes crypto sont ceux qui arrivent à mieux comprendre cette transition ? Parce qu'en fait, il y a une nouvelle transition qui s'opère. Et souvent, malheureusement, il y a ceux qui étaient en place, souvent le mastodon, il va se dire non, il va plutôt combattre l'innovation. Il va plutôt faire en sorte de garder son monopole et ne pas attaquer le nouveau monde. Est-ce que dans le monde du Web3, les journalistes du Web3, est-ce que vous êtes sur déjà cette transition ? Est-ce que vous êtes déjà sur mettre le pas sur la nouvelle manière de consommer des gens, la nouvelle manière de faire et adapter la manière dont vous apportez de la valeur à la manière dont les gens consomment le contenu ? En fait, l'innovation... c'est à la fois super et c'est embêtant l'innovation. Parce que l'innovation, ça force à changer. Voilà. Il faut télécharger une appli, il faut comprendre le truc. Je veux investir dans le Bitcoin, il faut que je comprenne le Bitcoin. C'est fatigant. Mais en fait, si
En fait, tout est une question d'affaires. Enfin, je pense, hein, après, chaque cas est particulier, mais c'est une question d'habitude. Ok. Voilà. C'est-à-dire que on se rend pas compte, mais en 2008, le Bitcoin est né. Aujourd'hui, on parle de tokenisation généralisée de la finance quand même. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte un petit peu qu'en gros, un protocole open source apparu de manière obscure sur Internet, enfin, à quoi on aboutit aujourd'hui? C'est phénoménal. Oui, et du coup, ça change les habitudes. Ça change les habitudes et ça force les gens à évoluer. Ça force chacun de nous à évoluer. Et je dirais même ça change et c'est les chiant habitudes d'évoluer. vite. Oui. C'est très vite parce que par rapport à avant, Internet et le digital, ça a pris du temps à venir. On a plus ou moins, bon, j'étais pas assez vieux pour ça, mais on a plus ou moins vu les étapes et elles ont pris du temps. Là, comme tu l'as dit, 2008 à maintenant, il y a eu 14 ans. Et en 14 ans, le bond, il est phénoménal. Oui, mais après, il n'est pas si phénoménal que ça, parce qu'aujourd'hui, la blockchain, tout le monde n'utilise pas la blockchain. Ouais. C'est encore très difficile d'accès quand même. Aujourd'hui, pour aller dans la DeFi, il faut avoir un MetaMask, un Ledger, il faut se brancher à des protocoles, on ne comprend rien, il y a du sushi coin. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, je rigole parce que quand on est dedans, ça devient tellement automatique, on a tellement l'habitude que quand tu le redis, oui, effectivement, c'est pas si simple. Moi, je m'en souviens. La première fois où je suis allé sur une appli de finance décentralisée pour perdre tout mon pognon, non mais sérieux, pour perdre tout mon argent, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Au début, c'est cool parce que je dis, ouais, bon, bah, c'est la nouvelle finance, c'est faire un petit billet. Mais quand tu perds de l'argent, tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis sur un truc qui s'appelle Maker, qui s'appelle Aave. Non mais vraiment, au départ, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, non, c'est l'innovation qui nous pousse. En fait, c'est le changement qui, moi personnellement, c'est le changement, mais il faut s'habituer à ça. C'est le changement qui me fait que je me lève tous les matins. Parce que voilà, bon après on va peut-être rentrer dans des questions, mais pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre? Comment occuper son temps? Que faire? À quoi on sert? Est-ce qu'on sera fier de nous si on vit plus vieux plus tard? Donc en fait, tout ça, c'est fatigant. L'innovation, c'est fatigant parce que c'est le changement. Totalement. Et on est des êtres qui n'aiment pas forcément le changement tout le temps. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. C'est simple. Le confort nous permet techniquement d'allonger notre espérance de vie. Forcément, le confort, on l'aime bien. Et aujourd'hui, on est dans un domaine où si on veut sortir notre épingle du jeu, en fait, il faut sortir de ce confort. Et ma question par rapport à ça, c'est de manière très concrète. C'est quoi là, par exemple, avec The Big Well, les nouveaux business models qui sont mis en place pour pouvoir permettre l'évolution et de suivre ce mouvement? Tu avais parlé des petits déjeuners. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi les petits déjeuners? Et vous avez aussi une newsletter payante. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, on travaille sur pas mal de choses. Je ne peux pas forcément tout dire ici. Tout dire. Là, tu es journaliste et moi, je suis un peu l'entrepreneur, c'est marrant. Mais je peux pas encore. On travaille sur une manière, comme tous les gens dans le Web3, de donner accès à un certain nombre de choses avec les outils du Web3, mais en 2 clics. Voilà, donc on travaille sur pas mal, sur pas mal de simplification dans ce sens-là. Donc déjà, il y a ça. Il y aura pas mal de choses. On ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, parce que même si on est quand même confortable, il faut faire attention, hein, le cash se crame vite. Et puis surtout, essayer de viser le plus juste possible. Donc, on va annoncer pas mal de choses au courant 2024. Pour les petits déjeuners, c'est ce que je te disais au début de l'interview, le but, c'est de fédérer une communauté. Fédérer une communauté. Et c'est pas fédérer une communauté, mais c'est juste rassembler. Et les petits déjeuners, c'est fait pour ça. À terme, évidemment, peut-être qu'on sera amené à grossir. Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est tout à fait rentable. Et nous, on est toujours dans cette optique-là. C'est les petits déjeuners, donc on les fait sponsoriser, mais c'est toujours avec des conditions strictes. C'est-à-dire que, par exemple, on a refusé pas mal de sponsors qui voulaient imposer leur speaker, qui voulaient dire « Ah non, moi, je ne veux pas parler à terre. » Non, mais du coup, non. Et alors, c'est vrai que au niveau de la rentrée d'argent, oui, c'est embêtant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises comprennent, en fait. Parfois, ils sont un peu, parce qu'il y a des contextes,
tendu au niveau de la réglementation. Il y a des contextes économiques qui n'est pas forcément simple aussi. Donc il faut comprendre ça aussi, mais ils comprennent comment dire, la valeur ajoutée d'avoir accès à une information la plus neutre possible et qui ne va pas forcément être sponsorisée à plein d'endroits. Donc, il y a le sponsor avec petit déjeuner, il y a les places, c'est cher, parce que c'est destiné à être pour du corporate, en gros. Donc, souvent, les gens viennent avec leur entreprise. C'est comme aux événements. Hein. Souvent, les événements coûtent très, très cher. Ouais, surtout les événements. Surtout dans la finance. Non, mais aux finances. Hein. Moi, quand j'étais à la GFI, il y avait des places... c'était 400 balles pour une journée. C'est cher. Les petits déjeuners, en général, peut-être à la louche, ça coûte à peu près entre 80 et à peu près et 120 euros à peu près. Okay, Non, mais complètement. Mais après, qu'est-ce qu'on vient chercher ? On vient chercher, alors déjà, un éclairage sur le sujet. Le but du jeu, en fait, comment ça s'organise les petits déjeuners ? En gros, il y a une séance, il y a du networking de 2 heures. Et avant, il y a une table ronde avec les meilleurs experts du sujet. Pour l'instant, c'est francophone. Plus tard, peut-être qu'on basculera en anglais aussi. On aura une version anglaise, on verra. Parce que notre but, évidemment, et c'est un des gros problèmes aussi des médias en France, c'est de ne pas être assez européen. La grande force des médias anglo-saxons, c'est qu'ils parlent anglais et que du coup, ils ont une audience qui est tout de suite assez gigantesque. Donc, nous, on a une ambition d'être beaucoup plus présent en Europe. Le futur, hein. Tout à fait. Non, alors, avec la traduction automatique, ce genre de choses qui arrivent. On travaille à intégrer l'IA pour certaines choses. Et une nouvelle fois, l'IA ne va pas remplacer, typiquement, ne va pas remplacer les journalistes, mais sera un outil supplémentaire pour gagner du temps et faire d'autres... Oui, tout à fait. Il y a des entreprises aujourd'hui qui font le boulot de 15 personnes alors qu'ils sont 5 parce qu'il y a l'IA. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme Internet, ce sont des outils. Et si vous ne savez pas enfoncer à clou avec un marteau et que vous tapez le doigt, non mais c'est exactement la même chose. Donc les petits déjeuners, c'est destiné à ça. Il y a ça et ça rentre dans le cadre de la communauté. Okay. Et la newsletter ? Alors la newsletter, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que parfois quand il y a une actu chaude, on le sort, mais ça nous force justement à pas tomber dans le piège de quand il y a une news qui tombe, il faut la sortir. On a le nez dans le guidon, on perd notre temps. Non, la newsletter, c'est aussi un point de repère. Donc une gratuite et une payante. La gratuite, on l'a repositionnée depuis le début de l'année, c'est vraiment pour les débutants, parce qu'en fait, on a constaté qu'il y a quand même pas mal aussi de gens qui veulent rentrer dans cet univers et en fait, qui comprennent vraiment rien, parce que nous, on est un peu dans notre truc, ils ne comprennent rien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une entrée, voilà. Souvent, on fait des articles, typiquement l'article qu'on a fait sur les liens entre crypto et terrorisme pour justement débunker, parce que oui, ça sert parfois à financer le terrorisme, mais on va se calmer. Je veux dire, comme tout. C'est pas le moyen le plus intelligent de le faire. Non, c'est pas le moyen le plus intelligent. Parce qu'en fait, un des gros problèmes, c'est que d'accord, vous pouvez récolter de l'argent. C'est facile d'envoyer de la crypto, mais après, faut la transformer en argent fiat, comme on dit, donc en monnaie légale. C'est ça. Ouais, sur la traçabilité, qui est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Maintenant qu'on est passé un peu sur cette partie, j'aimerais parler aussi du fait que, spécialement dans le monde de la crypto, on sait que c'est un marché qui est encore jeune, donc qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de volatilité. On l'a vu cette semaine. Pour replacer dans le contexte, cette semaine, on a une news, un tweet qui sort, qui dit que l'ETF Bitcoin va sortir. Qu'il y a une société qui a eu l'autorisation de faire un ETF Bitcoin. Tout de suite, le cours du Bitcoin monte 31 000 $, alors que ça fait des mois qu'il était dans un range et qu'il ne dépassait pas les 30 000 $. Vous, actuellement, en tant que journaliste, vous avez, entre guillemets, cet impact. Là, ça vient d'un journal qui a lancé cette news. Donc, vous avez un impact. Comment vous gérez un peu votre impact dans un monde où, par exemple, le FOMO est extrêmement présent, dans un monde où ça va super vite et surtout dans un monde où vous avez un impact énorme sur le marché? Alors déjà, il faudra voir pourquoi cette info. Alors on va rappeler, en gros, c'est le journal Cointelegraph qui a tweeté dans l'après-midi, c'était mercredi,
C'était lundi, je crois. C'était lundi. Ouais, j'étais en train d'enregistrer. Ça se passe tellement vite. Ah d'accord. J'étais en train d'enregistrer. Moi aussi. Et alors, mon premier réflexe, excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais c'était oh putain. Ouais, oh t'as le putain. droit de le dire Oh aussi, là 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 là. Non, mais vraiment, j'ai vraiment dit ça. J'ai dit oh putain. J'ai regardé mon téléphone et je fais ok. Cointelegraph, bon, soit. Mhm. Normalement, quand même, ETF, c'est Bloomberg qui sort ce genre de news. Rien sur Bloomberg. Ok, et tout, on attend. Le cours devient complètement fou. C'est-à-dire qu'on appelle des asset managers. Déjà, alors oui, déjà, donc, le tweet, il n'y a pas de source. Donc on se dit, c'est une info Cointelegraph. Voilà. Parce que souvent, quand il y a une info énorme comme ça, il y a derrière, selon plusieurs sources proches, je sais pas, de la SEC, alors là c'était BlackRock, mais selon BlackRock, voilà. Là, il n'y avait pas de source. En fait, le problème, c'est que c'est souvent l'absence de source. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vérifier l'info. Donc, il faut toujours mettre la source à côté. Toujours dire voilà, potentiellement d'où ça vient, combien de personnes ont dit ça. Nous, souvent, dans nos articles, on dit 3, 4, selon plusieurs sources interrogées. Voilà, c'est cette tendance. Donc, c'est quoi le premier réflexe qu'on a eu, moi que j'ai eu, après avoir oh putain, j'ai appelé 3-4 personnes. On s'est mis à appeler plusieurs personnes qui nous ont dit j'ai jamais entendu, je sais pas, jusqu'à ce que quelqu'un nous confirme que c'était un fake. Voilà. Mais en attendant, ouais. Les marchands bougeaient. Ouais, oui, mais alors ça, dans un marché traditionnel, vous savez que le journal peut se faire attaquer très sévèrement. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la finance, vous avez des obligations de marché. C'est pour ça notamment qu'il y a des embargos. Ouais. Parce qu'il y a des obligations de marché. Par exemple, pour une cotation en bourse ou pour une émission d'actions, il y a des obligations de marché. Potentiellement, si vous avez l'info avant, il y a du délit d'initié. Ouais. Donc ça, c'est condamné. Vous pouvez même aller en prison. Parce que vous faites de l'argent sur le dos, parce que vous avez eu des informations avant. Ouais. Donc typiquement, là, ce genre d'infos, il faudra voir la suite, mais techniquement, évidemment, la régulation n'est pas claire, mais techniquement, des personnes pourraient attaquer Cointelegraph parce que, voilà, pour avoir fait bouger le marché. Est-ce que c'est des personnes qui peuvent attaquer ? Est-ce que mais c'est le régulateur qui n'a pas encore régulé totalement qui peut attaquer ? Mais peut-être aussi, Qui peut réellement attaquer aujourd'hui ? Toute personne qui s'estime potentiellement lésée par ça. On verra, hein, c'est pas du tout le cas pour l'instant, mais ça rend votre travail compliqué. Pourquoi ? Si aujourd'hui... Mais ça nécessite... Moi, j'ai déjà eu des infos énormes. Quelqu'un me dit, il y a ça, crois-moi. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, ok, tu me dis ça, mais le deuxième, c'est donne-moi les moyens de vérifier ça, quoi. Typiquement, c'est ce qu'on a fait là. Moi, je me suis dit, ça y est, c'est parti, bull run. Voilà. To the moon. Et en fait, hop, tu redescends de ton nuage 5 secondes après, tu passes des coups de fil, tu vérifies des trucs, et voilà. Et finalement, c'était faux. Ouais, mais est-ce que tu as vu quand même aussi, ça a duré 10 minutes. Oui, c'était extrêmement rapide. Oui, ça a duré 10 minutes parce que on va dire, les bonnes manières de faire, c'est de vérifier ses sources. Et là, typiquement, il y a plein de gens qui ont vérifié leurs sources. Donc, clac, en 10 minutes, c'était réglé. Ouais. Non, c'est un fake. Ciao. Voilà. Mais moi, je comprends, mais sauf que là, vous êtes dans un nouveau paradigme. En fait, les journalistes, vous êtes dans un, entre guillemets, un monde qui va encore plus vite. Oui, mais en 10 minutes, l'impact, il est énorme. Eh ben, il faut avoir... Comment tu gères ? Là, toi, tu as montré que si tu sais pas, tu dis pas. Si tu n'es pas sûr, tu dis pas. Ok. Point. Voilà. C'est la base. Si tu n'as pas les réseaux, tu dis pas. Tu dis pas, et point. Quand tu sais pas, tu sais pas. Okay. Voilà. Tu sors pas, tu reprends pas une info comme ça. Ou alors, éventuellement, tu peux reprendre l'info de Cointelegraph, mais tu dis selon Cointelegraph, voilà. Et après, tu dis attention, selon nous, cette info n'est pas encore confirmée, voilà. Pour que les gens puissent suivre. Mais typiquement, moi, j'ai vu plein de choses sur Twitter. Bitcoin Spot accepté. Ok, pas de citation de Cointelegraph. On a l'impression que l'info elle vient d'eux parce que c'est pour ça qu'ils tweetent. Parce qu'on a l'impression que l'info elle vient d'eux. Ouais, c'est ça. Oui, mais non, mais voilà. Donc les gens s'en rendent pas compte, mais c'est très grave. Oui. Ça, c'est très grave parce qu'on n'arrive pas à sourcer, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour faire du trafic, c'est pour faire du clic. Voilà. Et ça, je veux dire. Je dis depuis tout à l'heure, en fait, on est dans un nouveau monde.
Mais c'est pas un nouveau monde. Moi, je Non. suis pas d'accord. C'est une dérive. Ok. C'est une dérive et avec le temps, en fait, parce qu'en fait, quand on lit une information comme ça, on veut rêver. Ouais. En fait, on n'a pas envie, au fond, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas, on veut rêver. Et après, on redescend sur Terre. Mais typiquement, nous, on est là pour justement dire, est-ce que c'est vrai on est là pour apporter un maximum de réponses aux gens. Voilà, donc il y a ce tweet. Premier réflexe, évidemment, moi, quand j'ai crié, j'ai crié, oh, qu'est-ce qui se passe voilà, mais tu redescends, t'appelles, et oui, nous, à peu près, alors on n'a pas le même impact que les médias anglo-saxons, mais à peu près dans le même laps de temps, on avait la réponse que c'était faux. Ok. Donc voilà, donc, je pense pas que ce soit un nouveau monde, c'est pas un nouveau monde en fait. En fait, si tu veux faire du trafic, c'est autre chose. Tu vends pas de l'information. Tu génères du trafic pour vendre de la publicité, enfin pour vendre tout ton trafic contre de la publicité. Au final, c'est le business model aussi qui drive Hmm. le type de média, le type de contenu qu'on va trouver sur le média. Exactement. Et, Ok. et une nouvelle fois, chacun sa manière de voir, mais juste le journaliste doit être le plus indépendant possible. Le plus indépendant possible, voilà. Et de la part d'un journaliste, Hmm. comment est-ce que tu conseillerais à toutes les personnes qui regardent Ouais. de consommer l'information? C'est quoi la bonne manière de consommer de l'information? C'est suivre. Suivre Domino Podcast et The Big Whale, ça c'était... Ouais. Ouais, alors, ça serait un très bon début. Moi, je pense qu'il faut se mettre dans la tête qu'une information, ça a un prix et ça se paye. Mhm. Voilà, c'est malheureux ou... Non, c'est de la Ou- valeur. Comme c'est de la valeur, si tu veux avoir de la valeur, tu dois échanger de la valeur. Exactement. Ouais. En fait, on vit dans un monde concurrentiel, et j'ai pas envie de dire dans un monde, mais dans un environnement, dans un univers concurrentiel. La planète Terre, c'est aussi le darwinisme, c'est toutes ces choses-là. Tout est en concurrence. Donc, c'est toujours la même chose. Moi, je veux pas travailler 25 heures par jour. Mhm. Mais si tu travailles pas 25 heures par jour, il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, en fait, c'est toujours un petit peu cette concurrence. Après, on fait des choix. Il faut se poser des limites. On va pas évidemment travailler On à ne vit pas pour s'épuiser. travailler. Voilà. On vit pas pour travailler. Non, alors après c'est pareil. C'est quoi le travail? C'est toujours un peu la même chose. Moi, par exemple, c'est ma passion. Oui, Donc, moi aussi. voilà. Ouais. Donc techniquement, est-ce qu'on travaille? Je sais pas. Tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Voilà. Ouais. Je dis, mais tu travailles beaucoup. Je dis, ouais, mais après c'est une question d'organisation. Toutes ces choses-là. Donc, pour revenir à ta question, Comment consommer? il faut toujours se méfier quand quelque chose est gratuit. Ok. D'emblée, il faut se méfier. Après, ça ne veut pas dire que quand vous allez payer, tout va être nickel. Voilà. Mais il y a plus de chances. Ok. Voilà. Il y a plus de chances. Après, j'ai pas envie de dire... parce que pour avoir l'information, je pense qu'il faut avoir accès à du contenu journalistique, mais aussi accès à être sur Telegram, être sur Twitter, suivre certaines personnes sur Discord, par exemple. Faire le bon mix entre Bah, de la news, oui. de l'actualité et du journalisme. Exactement. Ok. Exactement. Il faut essayer d'arriver à ça. Voilà. Mais après, il n'y a pas forcément de bonne manière. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est méfiez-vous quand c'est gratuit. Quand c'est complètement gratuit, méfiez-vous. Vraiment. C'est le meilleur conseil que je puisse donner parce que, une nouvelle fois, dire oui, il faut suivre les médias journalistiques, tout ça, en fait, on montre que l'histoire, c'est vrai, mais c'est pas vrai non plus. Voilà, donc... Mais lequel suivre maintenant? Là, on commence à avoir pléthore de médias, plusieurs qui commencent à aussi avoir ce modèle payant pour vraiment apporter de la qualité. Comment est-ce que j'en choisis un? Qu'est-ce qui fait que justement, est faut plus pas en pertinent choisir. que l'autre? Ouais, mais justement, faut pas en choisir qu'un. Moi, Ok. je pense que sur moi, je vais donner mon mix. Vous suivez des médias crypto, donc 100% crypto. Vous pouvez suivre, moi je vous conseille pour suivre aussi les questions de crypto. Alors, j'y suis plus, vous pouvez vous abonner à la GFI. Ouais. Alors c'est un petit peu cher, mais c'est pareil, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Ouais. Voilà, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Et puis évidemment, entre les deux, nous on veut se placer, abonnez-vous à The Big Well. Non mais franchement, c'est moins de... Alors c'est à peu près 9 € par mois.
franchement, voilà, c'est On le fait pour bien ceux qui ont les Netflix. moyens, même pour nous, on a aussi conçu l'abonnement aussi pour les étudiants. 9 euros par mois, on peut difficilement descendre en dessous, mais voilà, on vend pas un truc à 20 euros, voilà, donc c'est le meilleur conseil que je peux donner. Il faut faire un mix, faut essayer de suivre des personnalités. Aussi, son réseau, il faut se le faire en fonction aussi de ce qu'on cherche. Il y a des gens qui veulent, moi je trouve ça dommage, mais qui veulent devenir riches. Il y a des gens qui veulent venir travailler dans le Web3. Il y a des gens qui veulent juste, voilà, suivre l'évolution, avoir leurs émotions. Donc comment dire, j'ai pas de formule package starter à donner. Voilà, moi, mon conseil c'est ça, c'est vraiment ce triptyque. Voilà. Donc de manière très simple, si tu payes pas, c'est que c'est toi le produit. Ouais. Du coup, vaut mieux payer pour avoir de la vraie information, savoir faire le mix entre de l'actualité et de la news un peu qui va vite et replacer dans le contexte, parce que c'est ça, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est vraiment le travail journalistique, c'est cette capacité à replacer la news, l'actualité dans un contexte pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des décisions le plus de éclairées. Clés, exactement, la plus éclairée possible. Voilà. Ok. En fait, juste, sur le contexte, peut-être qu'on loupera quelque chose, mais nous, une nouvelle fois, je reviens parce que je parle voilà, je suis chez The Big Whale, on vous garantit que quand vous allez lire quelque chose, ce ne sera pas influencé par du payant. Voilà, et qu'on sera le plus indépendant possible. Et qu'on sera complètement indépendant de ce point de vue-là. Jamais on aura sous la contrainte, on s'auto-censurera pour parler d'un sujet parce qu'on nous a payé pour faire ça. Voilà. Okay. Franchement, c'est ça. Après, on pourra avoir des discussions. Mais moi, je dis juste aux gens qui ont la critique facile vis-à-vis de ça, de plus échanger avec nous. Ok. Voilà. Ou avec, après, c'est ça qui est aussi top avec les réseaux sociaux, c'est qu'avant, il y avait une headline écrite par tel journaliste. On ne peut pas rentrer en contact avec cette personne. Alors qu'aujourd'hui, on va sur LinkedIn, on va sur les réseaux, sur Twitter. Tout de suite, ce journaliste a mis ça. On peut ouvrir le débat. On peut construire là-dessus. Je trouve ça formidable. Ouais. Il nous reste à peu près 5-10 minutes. J'aimerais qu'on puisse regarder de manière assez rapide l'actualité de ces dernières semaines. Le podcast sortira pas ce dimanche, mais le dimanche suivant. Okay. Donc, ça restera encore un peu frais. Déjà, SBF, le procès du moment. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire un peu là-dessus ? Après, tu peux même faire un teaser de ce que vous avez dit sur The Big Whale et après, on part sur The Big Whale pour bien lire. Ça, c'est intéressant. Nous, on a choisi de ne pas feuilletonner, c'est-à-dire de ne pas sortir un truc tous les jours parce que c'est un truc qu'on a beaucoup suivi déjà avant. La majorité des choses qui sortent au procès, en fait, si vous voulez, tout ce qui sort au procès, c'était plus ou moins décrit dans toutes les plaintes civiles. En fait, il y a plusieurs papiers. Il y a la plainte civile de la SEC. Donc, quand SBF s'est fait expatrier aux États-Unis, quasiment dans la foulée, la SEC a déposé une plainte civile, pas pénale, mais civile, contre SBF, justement, où il y avait, grosso modo... C'est quoi la différence ? Une plainte civile... on risque pas dans l'immédiat, on ne risque pas de pénal. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une plainte civile, c'est pas une indication, mais c'est la première étape. Exactement. Et ensuite, on décide si ça va au pénal ou si c'est. Exactement. Ça peut servir de base de travail pour inculper quelqu'un. Okay. Bon, évidemment, la SEC va pas écrire n'importe quoi, donc ce sont des solides choses quand même qu'il y a dedans. Et en fait, tout ce qui sort dans le procès. Le détournement des fonds, les investissements dans les startups, toutes ces choses-là, en fait, c'était déjà présent dans les... Parce que moi, à la GFI à l'époque, donc c'était il y a 1 an maintenant, déjà, j'ai beaucoup suivi cette histoire, vraiment quasiment en temps réel. Je me souviens, je bossais même le week-end, c'était... Parce qu'en fait, C'était le feuilleton du moment, c'était incroyable. Quand FTX est passé sous le régime des faillites, je ne sais plus quand c'était, mais c'était un week-end en tout cas. Ça s'est passé extrêmement vite. En une semaine, c'était plié. Donc ça, c'était aussi fascinant de voir ça. Puis évidemment, il y a eu l'espèce de combat entre Changpeng Zhao, CZ et puis SBF.
Et donc nous, à The Buell, on a choisi de ne pas feuilletonner parce qu'en fait, ok, oui, d'accord, fine, la crypto, c'est pas ça en fait. C'est pas SBF qui fait n'importe quoi avec les fonds des clients, c'est pas ça la crypto. Et en fait, si on en parle trop, je pense qu'il y a un temps pour tout, faut en parler évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... Il y aura un bon article, certainement, quand ça sera fini. Exactement, une nouvelle fois, pour le contexte, pour savoir ce qui s'est passé, et en gros, ce qu'on vous propose de retenir du plus pertinent qui est sorti de ça. Voilà, donc, voilà. L'ETF Bitcoin, quel effet il aura sur le marché? Bah, on l'a vu. Hein. On a eu, on va dire, une répétition générale avant le Firestorm, on va dire. C'est ça. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il y aura donc des... En fait, il faut rappeler aussi ce que c'est un spot, donc un ETF Bitcoin Spot. En gros, un ETF Bitcoin Spot, c'est donc un asset manager avec un custodian donc, va acheter des bitcoins. Et en fait, vous, en tant que particulier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ETF aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe. En fait, un ETF, c'est très large aux États-Unis. Voilà. Et donc, en gros, dans un ETF, dans quasiment tous les cas, les particuliers comme les corporates peuvent investir dedans. Donc, très intéressant. Là, la particularité, c'est que pour vous exposer au Bitcoin, vous n'allez plus être obligé de le faire via une plateforme d'échange ou alors l'avoir en self-custody. Parce qu'en gros, la plupart du temps, quand on achète du Bitcoin, on le met sur une ledger, par exemple, un hardware wallet, un portefeuille physique numérique. Et en gros, vous vous exposez comme ça au Bitcoin. Donc en gros, voilà, on achète un petit peu de Bitcoin et puis ça. Là, vous allez pouvoir le faire via potentiellement une banque, via un asset manager, donc comme quand vous allez acheter un ETF BlackRock, un ETF Fidelity, plein de HDEX, voilà, plein d'asset managers qui proposent ce type de produit. Là, vous allez pouvoir le faire en vous exposant indirectement. Ça veut dire que vous n'allez pas être obligé de vous embêter avec la détention Bitcoin. Alors, ça peut être un game changer hyper intéressant parce qu'en fait, l'investissement sera à portée de clic via un schéma classique. Un schéma que les gens comprennent déjà. Exactement. Et surtout, via des acteurs dont ils ont l'habitude et des acteurs installés dans le paysage, donc plus de confiance. Donc, c'est dommage, mais plus de confiance. Voilà. Et alors... donc plus de capitaux qui vont rentrer d'un seul coup. Exactement. Forcément. Plus d'investisseurs. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en fait, le dernier bull run et ce bien remarqué. En 2018, on se demandait encore un peu si le Bitcoin ou l'Ether, ça allait survivre. Là, en fait, c'est même plus à l'ordre du jour. On sait que ça va survivre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ETF Bitcoin Spot, là, le Bitcoin et l'Ether, parce qu'il y a aussi des candidatures pour l'Ether. Là, donc le Bitcoin et l'Ether vont complètement entrer dans le paysage financier. C'est-à-dire qu'ils vont être considérés à part entière comme des actifs. Déjà, peut-être un jour des monnaies, mais là, ils vont être considérés comme des actifs. Voilà, donc déjà, ce sera entre guillemets une mainstreamisation supplémentaire de ce genre d'actifs. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on entend, oui, d'accord, les cours vont monter, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ça qui est intéressant de souligner aussi. Ok. Une autre actualité, un petit mot sur l'euro numérique. Oui, beaucoup de... T'as pas beaucoup de temps, mais allez, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Je crois que vous avez écrit un article sur ça. Alors, on a écrit un article dessus. Et alors, ça c'est pareil, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce sujet. Blockchain, pas blockchain. Alors, en fait, est-ce que c'est géré, est-ce que c'est réellement... Alors ça fait partie de la confusion qui est entretenue. Alors en gros, si vous voulez, il y a deux projets d'euro numérique, donc de monnaie banque centrale. Voilà, monnaie numérique de banque centrale. Alors, pourquoi déjà est-ce que les banques centrales font ça? En gros, elles voient alors, elles le disent trop jamais, mais les cryptos se développer à une vitesse grand V comme moyen de paiement, et donc ils se disent comment est-ce qu'on fait justement pour quand même garder un contrôle sur tout ça, parce que oui, d'accord, on dit le contrôle des banques centrales c'est pas bien, mais quand même dans certains cas c'est quand même bien aussi. Donc voilà, donc ce qu'ils veulent faire, c'est en même temps moderniser les infrastructures de paiement qui sont largement inefficientes. Et une nouvelle fois, pourquoi est-ce que c'est largement inefficient encore? Parce qu'il n'y a pas eu d'innovation qui ont été capables de se faire bouger le cul à tout le monde pour moderniser ces infrastructures. Et en fait, la crypto, la blockchain force aujourd'hui, directement ou indirectement, à réfléchir sur la manière efficiente de construire des nouveaux systèmes de paiement. Donc déjà, ça c'est la première chose. Elle voit la pression est de plus en plus forte. Donc en Europe, il y a deux projets
d'euros numériques. Il y a le projet pour les corporates, donc pour on va dire moderniser le système financier. Donc là, il y a une possibilité que ce soit sur blockchain. C'est notamment un projet qui est porté par la Banque de France. En gros, il y avait une phase d'expérimentation qui était faite donc, au niveau national. Donc en gros, il y a 3 projets qui tiennent la corde pour moderniser ce qu'on appelle l'eurosystème. En gros, pour schématiser, c'est une espèce d'immense maillage de paiement en Europe. Et en gros, il y a le projet italien et allemand qui proposent plus ou moins une transition en douceur, et le projet de la Banque de France qui propose carrément de construire une blockchain européenne et en plus centralisée, qui serait permissionnée. C'est-à-dire que, alors, une nouvelle fois, en gros, évidemment, ce serait pas c'est pas parti pour être sur Ethereum, c'est sûr. Mais en gros, ce serait une blockchain via lesquelles tout type d'acteurs pourrait se brancher. Donc, des entreprises de tout type, qu'elles soient publiques, privées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit permissionné. Une blockchain privée, c'est plutôt vraiment un petit comité, quoi. Là, permissionné, c'est en gros, on te donne accès au système. T'es pas obligé d'être une banque, t'es pas obligé d'être dans la même communauté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit permissionné. Et ça, c'est un projet très ambitieux parce que ça fait 4 ans que la Banque de France travaille dessus. Donc ça, c'est pour le wholesale. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, blockchain ou pas blockchain. Ça, c'est une possibilité que ce soit sur blockchain. Ensuite, le deuxième sujet d'euro numérique, c'est pour le retail, donc pour les particuliers, pour vous et moi. En gros, il y a beaucoup de questions, notamment sur la traçabilité. Et alors, ce que veulent faire les responsables européens, c'est créer un cash digital qui, dans un premier temps, et en fait c'est là d'où part un petit peu toutes les inquiétudes, c'est en gros, est-ce que ça va être destiné à remplacer les pièces et billets qui aujourd'hui sont les plus grands garants de la confidentialité quand on paye, ou voilà, qui sont plus à même de sauvegarder la vie privée au maximum. Parce que quand moi je vais te donner un billet de 10 ou 20 euros, bah, en fait les deux seuls à savoir, sauf s'il y a des caméras, mais les deux seuls à savoir, ça va être nous. Donc la transaction est très confidentielle. Totalement. Et surtout, ça ne va pas laisser une trace sur Internet. Donc ça c'est quand même intéressant, de sauvegarde de la vie privée, assez intéressante. Ce que veut faire la Banque Centrale Européenne, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent faire un complément, donc ils appellent un complément au cash. Et en fait, nous, on aurait directement accès à ce qu'on appelle de la monnaie banque centrale. Aujourd'hui, les seuls à avoir accès à la monnaie banque centrale, c'est les banques. Je schématise, mais en gros, c'est les banques. Donc, c'est ça leur idée. Et ce qu'ils voudraient, et ça, c'est un petit peu ce qui est un peu moins dit, c'est intéressant parce que ce qu'ils voudraient, c'est sauvegarder la souveraineté de l'Europe, c'est-à-dire construire un système de paiement avec cet euro numérique qui permettrait justement de ne plus être dépendant des réseaux américains comme Visa ou Mastercard. Et alors, pourquoi est-ce que c'est la BCE qui porte ce projet ? C'est parce que depuis quelques années, il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens-là de construire un gigantesque réseau européen. Et donc, le but, c'est de construire... Alors, en fait, toutes les initiatives jusque-là ont été infructueuses. Et alors là, le fait que la BCE prenne la main, c'est aussi pour dire, bon bah voilà, on va essayer, on va arriver par le haut, parce qu'avant, il y avait un projet qui s'appelait EPI. En gros, c'était un projet de paiement entre toutes les banques européennes. Et pour diverses raisons, notamment de pression mise de la part plus ou moins directe de réseaux comme Visa ou Mastercard très influents, il y a beaucoup de banques qui sont sorties du système. Donc l'idée, c'est de plus ou moins forcer tout le monde à accepter ce cash plus, cette monnaie banque centrale, qui permettrait aussi, en cas de crise financière, d'être un espèce de backup. C'est-à-dire que, voilà, bon, il y a encore plein de questions. Attention, il y a encore plein de questions, mais voilà, cet euro-là pour les particuliers ne sera très probablement pas sur blockchain. Voilà, donc ça, pour l'instant, parce que je sais qu'il y avait une déclaration notamment de Christine Lagarde qui répondait à une question d'une députée, alors je crois qu'elle est une députée allemande ou hollandaise, je ne sais plus exactement, mais en gros elle lui demandait comment sera préservé le pseudonymat ou l'anonymat via cet euro numérique comme le cash. Alors elle avait dit tout sur blockchain laisse une trace, mais le problème c'est que quand on pose la question, on ne précise pas si c'est les euros l'euro numérique pour les particuliers ou pour les corporates. Alors après aussi, ce qui est difficile, c'est que parfois, on ne sait pas non plus de quoi les autorités européennes parlent. Donc typiquement, Christine Lagarde, je pense, a confondu un peu les deux en voulant répondre à la question, parce qu'on pensait que ça englobait tout, et a dit effectivement, ça laisse une trace sur blockchain. Donc là, tout de suite, ok, donc l'euro pour les particuliers sera sur blockchain. Un peu bizarre, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui
peut potentiellement évoluer parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est pas parti pour être sur blockchain? Parce que c'est largement, on peut pas traiter des millions et des millions de transactions. C'est pas encore scalable. Ouais. Mais vu à la vitesse à laquelle se développent les réseaux blockchain, notamment avec les layers 2, peut-être demain 3 ou 4, il y aurait une scalabilité beaucoup plus importante. Donc pourquoi pas mettre cet euro-là sur blockchain? Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui tient la corde. On est plutôt sur un système de paiement instantané. Donc voilà, c'est vraiment pour clarifier tout donc, ce sujet. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il y a un article sur ça. Même 2 articles. Un article sur l'euro numérique retail et un article pour 10 de gros, donc wholesale, à The Big Well. Donc si vous vous abonnez, vous aurez accès. Ça c'est réservé pour les abonnés. Exactement. Dernière question que j'ai, est-ce qu'il y a des mots interdits dans la blockchain? Des mots interdits? Ouais. Alors moi je trouve ça dommage. Par exemple, il y a le musée d'Orsay qui a sorti donc c'est des NFT, voilà, et ils appellent ça souvenirs digitaux. Ouais. Non mais en fait moi je comprends la démarche et c'est très malin parce qu'au bout d'un moment on en a un peu marre de se faire traiter de scammer, parce qu'il y a NFT et que une nouvelle fois NFT c'est du Ponzi, où est-ce qu'on a lu tout ça? Non mais c'est pourquoi est-ce que dans les médias traditionnels on n'a pas un article, enfin en tout cas assez d'articles plutôt pour nous dire un NFT c'est pas un Ponzi, un NFT c'est pas une image de singe. Non mais vraiment, c'est pas les Bored Ape ou alors c'est pas que ça. Un NFT c'est un titre de propriété sur la blockchain. C'est ça. Voilà, donc ça peut être ton pull, mon portable, ça peut être tout et n'importe quoi qui a une représentation sur blockchain et qui est certifié sur blockchain. Donc typiquement, moi je suis un peu contre les mots interdits. Okay. Je suis un peu contre la censure, alors évidemment dans le respect de chacun, mais ce que je veux dire c'est que dans le cadre effectivement finance décentralisée, DeFi, il faut appeler un chat, et les NFT, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je comprends la logique, ce qu'a fait le musée d'Orsay est très malin, je trouve, en gros, mais voilà, moi de mon point de vue, il n'y a pas de mot interdit, parce que si on commence à interdire des termes qui ne sont pas injurieux, une nouvelle fois, qui ne sont pas injurieux, en fait, on parle de quoi? On se censure, en fait. Ouais. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de mots, interdits. Dans un esprit de rebranding, parce que c'est vrai que le NFT englobe trop de choses, parce qu'il y a le NFT en tant qu'art, il y a le NFT en tant qu'entre guillemets objet de luxe, qui est en fait cette clé digitale pour me faire entrer cette carte de club. Oui, mais c'est une technologie NFT. C'est ça. Voilà. Et peut-être c'est ce rebranding pour vraiment parler. Après, effectivement, on le voit. On arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Est-ce que j'aurai un mot de la fin? Franchement, abonnez-vous à The Big Well. Ok. Voilà. Et à Domino Podcast, du coup. Et restez passionnés. Okay. Franchement, ça c'est la chose peut-être la plus dure, une des plus dures dans la vie, c'est de rester passionné, de ne pas perdre espoir. Et vraiment, si vous êtes passionné, vous aurez forcément quelque chose à apporter à la communauté, à la société, au monde. Donc restez à vos proches, parce que souvent on dit le monde, avant quand même famille, ceux qu'on aime. Donc restez passionnés. Et nous, à The Big Well, on est très passionnés. Et peut-être mot de la fin, parce que je t'ai pas remercié de pouvoir dire tout ça au sein en tout cas de diffuser une parole. Merci beaucoup Samuel. Et puis franchement je pense que c'est le mot, restez passionné, vous laissez pas avoir par des gens qui vous disent que vous valez rien, toutes ces choses là. Restez passionné et keep building et don't trust verify. Moi, je pense que c'est quand même ça qui est... On les a tous. Merci Louis. C'était un vrai plaisir, vraiment. Énormément de valeur. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Salut. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!